Récemment, Anthropic, la boîte derrière Claude, a publié un chiffre curieux. Plus de 80% de leur code, c'est leur IA qui l'écrit. Alors pourquoi dans ton entreprise presque rien n'a changé? Aujourd'hui, on regarde ensemble les trois choses qu'il y a assez déjà à faire pour ton entreprise et c'est que tu n'exploites probablement pas encore et les trois qu'il veut mieux garder de ton côté. Parce que celle-là, au moins pour l'instant, elle ne sait pas le faire. Point 1. Tu arrives à réunion préparée. Aujourd'hui, l'IA te fait arriver à chaque réunion avec un prestataire préparé comme si son secteur était le tien. Parce qu'on travaille tous plus ou moins avec des agences ou des prestataires extérieurs pour le marketing, le développement, pour le juridique ou pour le compta. Ils en savent plus que toi parce que c'est leur métier, c'est pas le tien. Et toi, comment tu fais pour savoir si la personne en face sait vraiment de quoi elle parle? C'est déséquilibre à un homme, la symétrie d'information. Elle a toujours existé, on a toujours fait avec, mais aujourd'hui, pour la première fois, elle peut se combler. À l'époque, tu avais deux options. Tu fais confiance et tu espères avoir bien choisi, ou tu deviens toi-même expert de tout ce que tu délègues. Et c'est qui est tout simplement impossible. En fait, tu ne peux pas faire un master à chaque fois que tu signes un devis. Aujourd'hui, il y a une troisième voie. Tu peux mettre à l'épreuve ce qu'on te raconte. Tu prends la proposition, les rapports, les devis qu'on t'a envoyés et tu les donnes à l'IA avant la réunion, en lui demandant de les lire comme le ferait un expert du secteur. Et là, le jeu change, parce que la personne en face ne te vend plus l'écart entre ce qu'elle sait et ce que tu sais. Parce que ces écart-là, maintenant, tu les contrôles aussi. Elle doit te vendre autre chose, un plan concret, une vraie solution, un process, une exécution. La différence se joue là. Voici un prompt de ce type que tu peux mettre dans n'importe quel IA, Gemini, Claude, ChatGPT. Tu es un expert de secteur de prestataire. Je te colle la proposition que j'ai reçue. Mon objectif est, voilà ton objectif, lis-le comme le ferait un expert du secteur et donne-moi les 5 questions les plus inconfortables à poser en réunion, ce qui manque dans les documents et quels chiffres je dois demander pour savoir si ça fonctionne. Tu peux l'utiliser tel quel, en le complétant avec ton secteur. Et pour chaque question, si tu veux creuser, tu peux demander à ton assistant IA de t'expliquer la réponse simplement. Point 2. Ton avocat du diable. Tu as déjà demandé à l'IA son avis sur une de tes idées? Elle te dit qu'elles sont excellentes, incroyables. Pas vrai? Rassure-toi, c'est pas ta faute, mais c'est elle. Ça s'appelle la sycophancy, en fait. C'est la tendance à aller dans ton sens. Anthropic l'a documenté dans un paper de 2023. Tous les principaux assistants IA la montrent toutes systématiquement. Et en 2025, il y a une chose remarquable qui s'est passée. OpenAI a retiré la dernière mise à jour de GPT-4o exactement pour ça, parce que c'était trop flatteuse. Et ce sont leurs mots dans les communiqués officiels. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, mais la première s'appelle Reinforcement Learning from Human Feedback. Concrètement, ça se passe comme ça. Les modèles sont affinés par des évaluations humaines, des gens qui lisent les réponses et mettent une note. Et nous, les humains, souvent, on récompense les réponses qui nous donnent raison et qui nous font plaisir. Et donc voilà, tout simplement l'algorithme apprend une règle toute simple. Donner raison à la personne en face, ça veut dire prendre une bonne note. Résultat, l'IA devient l'associé yes man par excellence. La version honnête, c'est ça. L'IA ne te challenge pas que si tu l'obliges. Mais pourquoi le faire? Il y a une phrase de Charlie Munger qui a changé ma façon de travailler, en général mon approche à la vie. Je m'interdis d'avoir une opinion sur un sujet tant que je ne connais pas les arguments de la partie adverse mieux qu'elle ne les connaît elle-même. Sauf que le faire vraiment avant, ça voulait dire des semaines. Trouver les bonnes personnes, organiser les conversations, encaisser les critiques avec les sourires. Maintenant, ça coûte 30 secondes avec un prompt comme celui-là. Agis comme mon avocat du diable, ton objectif est de tester la solidité de cette idée. Aucun préambule, pas de compliments ni de rassurances. Analyse les projets et fournis-moi les 3 principales faiblesses ou risques structurels. Je l'ai utilisé sur une vraie décision pour Novit, que c'est la startup que je suis en train de construire. C'est un assistant de mémoire IA, un peu comme un majordome ou un secrétaire à l'ancienne. J'étais en train d'évaluer un plan lifetime, c'est-à-dire un paiement unique à la place de l'abonnement mensuel, avec le but de faire de la trésorerie tout de suite pour financer le développement de l'application. Voilà que l'IA adversaire, mon avocat du diable, sort 3 feuilles.
Pas de revenus récurrents pour financer le développement qui vient après et les risques d'attirer des chasseurs de promos à la place des clients qui utilisent vraiment le produit. 3 objections comme ça, très directes, presque personne ne te les fait. On est tous trop polis. Et ça marche surtout, une idée de business, les nouveaux services, les prix que tu veux augmenter. D'abord, tu la détruis dans le chat, ensuite, tu la sors dehors. Si ça passe ta validation, la validation de ton avocat du diable, tu peux sortir en sachant que tu sais la défendre vraiment. Point 3. Produire ce qu'hier tu ne pouvais pas te permettre. Ça, c'est le spot de Knowit, mon application. Voici Sophie. Elle connaît beaucoup de monde. Leurs prénoms, leurs enfants, leurs projets. La promesse faite mardi dernier. En vrai, elle ne se souvient de rien. Milo aussi, son assistant personnel dans Knowit. Chaque conversation, chaque relation, chaque détail qui compte. Knowit knows what matters, so you always do. Pour le faire comme ça, il faut une idée créative, un visage d'influenceur, plusieurs acteurs à caster, une journée de tournage avec une petite équipe, et puis le montage, la musique. Pour une production standard comme ça, tu es entre 5 et 15 000 euros. Moi, en production, je dépensais 200 euros. YouTube est plein de vidéos, genre créer un spot publicitaire en 30 secondes avec 20 euros par mois. Bon, c'est pas tout à fait ça, la vérité est un peu différente. Moi, j'ai investi plus d'une journée entière pour réaliser ça. La matinée est partie sur l'idée et après le script, écrit avec l'IA en jetant les 5 premières versions. L'après-midi, je l'ai passé sur la génération des vidéos et je n'ai jeté des centaines, littéralement des centaines, des mains impossibles, des mouvements des films d'horreur, des objets qui changeaient de forme d'un plan à l'autre. Et la soirée, je l'ai passé à sélectionner et à monter. Une journée pleine, de vrai travail. Donc oui, ça coûte infiniment moins qu'avant et ça prend infiniment moins de temps. Mais il faut quand même quelque chose de toi. Il faut une idée qui tient, l'essence de rythme d'une vidéo et le jugement pour jeter 95% de ce qui sort. S'il te manque tout ça, avec 20 euros par mois, tu produis de la camelote plus vite. Et le vrai cadeau, c'est pas les spots quasi gratuits. C'est que s'est trompé ne coûte plus grand chose. Avant, avec 15 000 euros, une direction créative, tu la choisissais une fois et tu priais. Aujourd'hui, tu en testes 3 en semaine. Tu regardes ce qui marche et tu n'investis que sur celle-là. Tester une créa, ça coûte comme tester une page web. Très simple. Tu te trompes un petit et tu apprends vite. Quand je l'ai fait, quand j'ai fait mon spot publicitaire, étape par étape, outil par outil, coût compris, si ça te dit, j'en fais une vidéo dédiée, dis-le moi en commentaire dessus. On récapitule. Tu arrives à réunion préparée, tu as un avocat du diable sur commande, tu produis avec 200 euros ce qui coûtait 5 000 voire 10 000. Et justement, c'est maintenant que ça devient intéressant. Parce qu'il y a les 3 choses que l'IA ne fera pas pour ton entreprise. En tout cas, pas encore. Point 4, le goût des choix. L'IA t'amène du point A au point B. Ce qu'elle ne te garantit pas, c'est le bon trajet. Et dans une entreprise, l'exécution, c'est le trajet. Les process, les outils, les choix qui ne se voient pas dans le résultat final, jusqu'au jour où ça casse. Tu te souviens du chiffre du début, les 80% d'Anthropic? Boris Cherny, le créateur de Claude Code, précise que des humains réalisent les codes écrits par l'IA. Même les constructeurs les plus avancés du monde d'IA laissent l'IA écrire, mais gardent une personne avec le goût des choix devant tout ce qui sort. Qu'est-ce que j'appelle le goût, concrètement? On prend un scénario qui veut pour n'importe quelle boîte. C'est un peu le rêve de toutes les boîtes. Ton objectif, c'est d'automatiser les demandes clients parce que les supports clients, pour toi, a un coût de 2 heures par jour et que ces heures-là, tu veux les récupérer. Tu les demandes à l'IA, elle t'amène du point A au point B. Elle te construit un bot qui répond en secondes, la boîte mail se vide, le dashboard passe à vert. Objectif à temps. Sauf que l'addition arrive 2 mois plus tard quand les clients commencent à partir et que tu ne sais pas pourquoi. Parce que l'endroit où tu l'aurais découvert, c'est exactement celui que tu as automatisé. Dans les questions pénibles, il était écrit ce qui était en train de se casser, le client qui demande 3 fois la même chose et est en train de te dire qu'une page n'est pas claire. Le support, c'était pas juste un coup, c'était ton capteur. Et c'est toi qui l'as éteint
pour économiser 2 heures par jour. Et c'est exactement ça le goût. L'IA t'a reçu comment arriver à l'objectif, et elle est reçue bien, souvent, mais les implications du chemin qu'elle a choisi, elle ne les met pas sur la table. Choisir avec un bon goût ici, ça veut dire peut-être automatiser les réponses en même temps de te faire construire un reporting sur ces conversations. Quelque chose qui continue à te dire que le problème revient et qui t'allume en voyant quand un nouveau problème est en train d'émerger. Les 2 heures par jour, tu l'économises quand même, mais les capteurs restent allumés. Ce n'est pas un choix technique, c'est un choix des goûts, des jugements. Et l'IA ne te le propose pas si tu ne lui demandes pas. Donc voilà, les dispositifs, l'outil que j'utilise le plus, c'est toujours demander les raisons d'un choix et ses implications. Pas ce qui a été fait, mais pourquoi ça a été fait comme ça. Pourquoi cet outil et pas un autre. Quelle alternative tu as écartée et pourquoi. Qu'est-ce qui casse en premier si je grandis. S'il ne sait pas, tu as trouvé les points faibles avant qu'il t'écoute. Point 5. Les terrains. Tes clients. L'IA n'a jamais serré la main à un seul de tes clients. Sur les clients en général, il sait tout, les moyennes, les statistiques, les objections typiques, mais ton client, toi, c'est seulement toi qui le connais et toi qui peux lui apporter à ton assistant IA. Et les problèmes, c'est pas qu'il ne le sait pas, c'est qu'il te répond quand même et avec la même assurance que d'habitude. Je lui demande ce que veut mes clients et elle me répond qu'il cherche de la simplicité, de la fiabilité et un prix juste. Merci bien, c'est un horoscope, des phrases plausibles pour tout le monde, utiles pour personne. Les pièges, c'est qu'une réponse plausible étant la chose qui te fait lever de ta chaise, la sensation de ne pas savoir. Cette sensation-là, c'était le moteur qui te poussait à appeler un client ou à passer un après-midi chez un prestataire pour comprendre comment il raisonne. S'il te l'étend, tu restes assis et tu restes assis convaincu de savoir. Parce que regarde ce qui s'est passé jusqu'ici. L'IA te prépare tes réunions, elle te fait l'avocat du diable, elle te reproduit les spots avec 200 euros. Tout ça, c'est du temps que tu dépensais avant, et plus maintenant. Et donc la vraie question devient celle-là. 16 heures, tu les remets où? Presque tout le monde les remet là où il les a économisées, à produire encore plus. Alors que les heures que l'IA te libère, il faut les remettre exactement là où elle ne peut pas aller, sur le terrain, avec les clients, les prestataires et les investisseurs, avec les gens qui font vivre ton business. Parce que les vraies dynamiques ne sont écrites nulle part. Les citations sur les prix, l'objection qu'on ne te dit pas en face, c'est ce que le client fait au lieu de ce qu'il dit. Tout ça n'est là-bas. Et là-bas, c'est seulement toi qui va. Après, bien sûr, ce que tu récoltes sur le terrain, tu peux le rapporter à l'IA. Et c'est là qu'elle commence vraiment à te servir. Avant de descendre sur le terrain, tu lui dis qui tu vas rencontrer, ce que tu veux comprendre, et elle te construit les bonnes questions. Après, tu peux lui apporter tes notes, elle trouve les patterns que tu ne vois pas à l'œil nu. Mais les moments du milieu, avec tes clients, ils restent à toi. Moi, je crois au point d'avoir construit ma startup Novit là-dessus. C'est une app pour garder la trace des gens, des conversations, des relations. Elle ne fait pas les relations à ta place, mais elle t'aide à ne pas les perdre et aussi à les cultiver. Point 6. Les focus. Une petite boîte ne meurt pas pour manque d'idées. Elle meurt de trop de priorités en même temps. 3 projets à moitié finis, l'équipe qui change de direction tous les mois, toi qui ne dors plus. Et l'IA là-dessus ne t'aide pas. Elle est addictive par nature. Tu lui en demandes plus, elle en produit plus. Elle te dira rarement ne fait qu'une. Pourtant, la stratégie, c'est exactement ça. Choisir peu, savoir dire non. Regarde ça, 20 idées de marketing pour ma startup générées en une minute, toutes plausibles. Aucune n'est fausse. En fait, il y a aussi de très bonnes. Et c'est exactement ça le problème. Et là, il n'y a aucun filtre automatique. Les premières tris, c'est toi qui les fais, avec les goûts, les jugements dont on parlait tout à l'heure, lesquels ont du sens pour ta boîte, avec tes clients, à ce moment précis. Ensuite, parmi celles qui restent, tu les lui rapportes, mais cette fois un avocat du diable. Quand ça, il te les démonte, ces questions le choc et seulement celle-là arrive à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est une grille qui s'appelle HICE. C'est une méthode de Sean Ellis, celui qui a inventé le terme growth hacking, et elle sert à classer les idées quand tu as un trou et pas assez de temps pour toutes les faire. HICE veut dire Impact, Confidence, Ease. L'impact, la confiance et la facilité.
Chaque idée prend 3 notes d'un 1 à 10. L'impact dit à quel point ça change les choses, si ça marche. La confiance dit à quel point tu es sûr que ça marche dans ton cas, avec les données que tu as à dispo. Et la facilité dit à quel point c'est rapide à faire. Tu fais la moyenne entre les 3 chiffres et toi, en grille, tu as les meilleurs scores qui gagnent et après, on grille des priorités. Si tu es un perfectionniste comme moi, l'âge des personnes qui passent des mois à s'informer, à étudier avant de faire quoi que ce soit, je te garantis que cette méthode va te changer la vie et va t'aider énormément. Parce qu'il y a potentiel égal, l'idée gagnante est celle que tu peux lancer cette semaine et ça t'oblige à choisir et à concrétiser tes projets. Donc voilà, l'IA multiplie les options, choisir, ça reste ton métier. L'IA te prépare avant chaque réunion avec tes prestataires, elle te contredit si tu le lui demandes et te produit ce qu'hier tu ne pouvais pas te permettre. Et de l'autre côté, il reste 3 choses à toi. Le goût des choix, la vérité du terrain, le courage de choisir peu. Et regarde, l'IA tout le monde là, la même au même prix. La différence maintenant, elle se joue sur ces 3-là, sur ces dernières 3. En description, tu trouves toutes les sources et la grille à télécharger. Si l'IA raconté comme ça te parle, abonne-toi. Et raconte-moi en commentaire ce qui te bloque avec l'IA dans ton entreprise et aussi ce que tu trouves le plus intéressant. Ce sont des pistes précieuses pour les prochaines vidéos. Ciao!